Vous voyez ça? C'est une montre. Normalement, une montre, ça ne vous dénonce pas. Enfin, celle avec des aiguilles. Parce que les autres, là, les montres connectées, ce sont de véritables poucaves. Alors à cet instant, vous devez vous dire que le cogiteur a complètement déraillé. Mais non, parce que justement, une montre connectée est liée à un crime monstrueux. Et elle va balancer tout ce qu'elle sait, à tel point qu'elle va permettre l'arrestation d'un énorme mythomane qui a délivré ses mensonges durant des mois. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va vous montrer que désormais, vos pires ennemis sont peut-être vos propres gadgets. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle qui va se passer en Grèce. Et il y aura plein de noms durs à prononcer pour moi. Bref, on va voir ça dans un instant, mais si vous appréciez découvrir ce genre d'enquête, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup, merci à vous. Alonissos est une petite île grecque des Sporades du Nord qui baigne dans la mer Égée. Ces traditionnelles maisons blanches, accrochées aux collines, dominent des eaux cristallines et offrent un cadre paradisiaque, loin de l'agitation du monde moderne. L'île compte seulement 3500 habitants en hiver. Elle vit donc au rythme des saisons touristiques, en préservant jalousement ses traditions et son authenticité. Autrement dit, en hiver, on s'y fait chier comme à Haguenau. C'est dans ce décor de cartes postales que Caroline Crouch, de nationalité britannique et grecque, a passé la majeure partie de sa vie. Elle voit le jour le 12 juillet 2001 à Athènes, mais sa famille part s'installer sur Alonissos 2 ans après sa naissance. Le père de Caroline, David, est un ancien ingénieur anglais qui a longtemps travaillé pour une compagnie pétrolière internationale. C'est après avoir pris sa retraite qu'il fait le choix de quitter la capitale grecque avec femme et enfants. Quitter Athènes représente un véritable tournant dans le quotidien de la famille Crouch. La mère de Caroline, Suzanne Della Cuesta, est d'origine philippine et s'épanouit rapidement dans cette vie insulaire où règne une atmosphère cosmopolite. Caroline commence sa scolarité sur Alonissos et développe peu à peu une passion dévorante pour la mer. En grandissant, elle excelle en plongée sous-marine, ainsi qu'en natation et explore régulièrement les fonds marins qui entourent l'île. Parallèlement, c'est une élève brillante qui rêve de poursuivre des études supérieures. Caroline se bâtit également une constitution physique remarquable en commençant le kickboxing et progresse jusqu'à devenir ceinture noire. Touche à tout talentueuse, elle participe aussi aux représentations théâtrales scolaires et aux événements culturels de l'île. Pour résumer, elle a su tirer le meilleur parti de son emménagement sur Alonissos et elle y est très populaire. En 2017, Caroline fait une rencontre qui bouscule toute sa vie. Elle a 15 ans quand elle croise Babis Aniostopoulos pour la première fois lors d'un défilé du Vendredi Saint sur l'île d'Alonissos. On va l'appeler Babis. Ce grec de 28 ans, pilote d'hélicoptère commercial et instructeur de vol, ne passe pas inaperçu au cours de cette célébration religieuse traditionnelle. Babis maîtrise parfaitement l'anglais et représente tout ce qui peut fasciner une adolescente. C'est un bel homme adulte qui a une prestance naturelle, mais aussi une aisance financière évidente grâce à son métier socialement valorisé en Grèce. Sans surprise, il impressionne fortement Caroline, désormais habituée à mener une existence paisible, mais parfois monotone. Pour elle, Babis incarne l'ouverture vers un univers plus vaste et plus excitant que celui qui est le sien depuis maintenant 7 ans. Et elle ne lui est pas indifférente non plus. Méga red flag. Comment ça, il y a un queutard de 28 ans qui s'intéresse à une gamine de 15 ans? Ça, c'est exactement ce qui vient de se passer dans votre tête. Et vous êtes prêt à massacrer votre clavier pour écrire un commentaire. Vous avez raison, c'est bizarre, voire même suspect. Mais attendez avant de tapoter sur votre clavier. Parce qu'en Grèce, l'âge du consentement est fixé à 15 ans. Le fait qu'il s'intéresse à elle est donc parfaitement légal, même si leur différence d'âge de 13 ans peut effectivement questionner. Voilà, vous pouvez défoncer votre clavier maintenant. Quoi qu'il en soit, l'intérêt que Babis porte à Caroline ne semble pas poser de problème à son entourage. Il faut dire que le pilote a sorti l'artillerie lourde pour parvenir à gagner la confiance de la famille Crouch. Dès le départ, Babis se présente comme quelqu'un de responsable. Il évoque ses projets d'avenir, sa situation professionnelle stable et ses intentions sérieuses envers Caroline. David est rassuré par le fait qu'il soit posé et qu'il ait de confortables revenus. Il y entrevoit clairement la garantie d'un avenir sans nuages pour sa fille. Quant à Suzanne, elle apprécie la courtoisie et les attentions de ce prétendant, qui a tout l'air de vouer une affection sincère à Caroline.
Au cours de l'année 2017, Babis multiplie les séjours sur Alonissos, en trouvant régulièrement des raisons professionnelles pour atterrir sur l'île. Il vole même au-dessus du lycée de Caroline pour l'impressionner. Ces visites répétées lui permettent de tisser progressivement des liens avec elle. Et ça marche, parce que, peu à peu, elle se laisse séduire. C'est quand Caroline atteint l'âge de 16 ans qu'ils se mettent officiellement ensemble. Après ça, Babis se permet d'organiser des escapades de plus en plus fréquentes. Il emmène Caroline redécouvrir Athènes, sa ville de naissance, et explorer d'autres îles grecques prestigieuses qu'elle ne connaît pas encore. Pour l'adolescente, c'est un début de relation très excitant et le couple ne fait que se rapprocher davantage. C'est donc sans surprise que quelques jours après ses 18 ans, en juillet 2019, Caroline se marie avec Babis. Ils partent en vacances au Portugal et y organisent une cérémonie discrète sans prévenir aucun de leurs proches. Leur décision surprend David et Suzanne. Mais les jeunes mariés les mettent devant le fait accompli avec tant d'amour apparent qu'ils acceptent la situation sans leur en tenir rigueur. Après tout, Caroline est désormais majeure. Son âge lui confère le droit de prendre ses propres décisions sans consulter personne, même si ça va à l'encontre des traditions grecques. En plus, elle semble rayonnante de bonheur. Une fois unie à Babis, Caroline quitte définitivement Alonissos pour s'installer avec lui dans un superbe appartement de 2 étages situé à Glikanéra, une banlieue d'Athènes qui se trouve à une vingtaine de kilomètres du centre-ville, essentiellement peuplée de familles aisées et de cadres supérieurs. En d'autres termes, le couple a posé la première brique de leur vie commune. Au début de l'automne 2019, Caroline tombe enceinte, et quand elle l'annonce à Babis, il est ravi à l'idée de devenir père pour la première fois. Malheureusement, cette grossesse se solde par une fausse couche, qui survient au cours du premier trimestre. Cette épreuve marque profondément Caroline. Mais mari et femme traversent ensemble cette période difficile, plus unie que jamais. Parallèlement à sa vie conjugale, la jeune femme s'inscrit à l'université du Pirée pour étudier les statistiques. Ces études lui permettent de rencontrer d'autres personnes de sa tranche d'âge et d'avoir une occupation en dehors de son foyer. Très peu de temps après, Caroline retombe enceinte. Et en juin 2020, elle donne naissance à leur fille, Lydia. Cette arrivée comble la nouvelle maman de joie. Et à 19 ans, elle se consacre d'emblée entièrement à son rôle de mère. Babis est également aux anges et multiplie les publications sur Instagram pour montrer à la face du monde leur vie familiale idéale. Week-end à la plage, repas en terrasse ou promenade dans les parcs d'Athènes. Le bonheur semble emplir leur appartement, où résonnent maintenant les gazouillis d'un bébé. Pourtant, dans la nuit du 10 au 11 mai 2021, cette famille idéale va voler en éclats de la manière la plus tragique qui soit. Le 11 mai 2021, à 6h20, un appel désespéré parvient au service de police grec, alors que les agents sont en plein café Fredo du matin. C'est Babis qui supplie son interlocutrice d'envoyer immédiatement une ambulance chez lui, d'une voix tremblante et paniquée. Lorsque les premiers policiers arrivent sur les lieux, ils trouvent le pilote dans un état physique pitoyable. Il a été ligoté à une chaise à l'aide de liens plastiques serrés autour de ses poignets et ses chevilles. Du ruban adhésif est toujours collé sur sa bouche, même si il a partiellement réussi à le décoller. C'est pour ça que Babis a réussi à parler quand il a composé le sang, l'équivalent du 17 en France, en utilisant son nez. Le père de famille a été battu. Il a le visage tuméfié, ainsi que du sang séché sur le nez et la lèvre. Ses vêtements sont déchirés et il tremble convulsivement. Le problème, c'est qu'il est seul. Où sont Caroline et Lydia ? Babis est en état de choc et sa voix se brise quand il essaie de parler de l'horreur qu'il a vécue. Selon ses déclarations affolées, des voleurs armés sont entrés par effraction dans leur domicile pendant la nuit. La demeure porte effectivement tous les stigmates d'un cambriolage brutal, à commencer par le capharnaüm qui règne dans le salon. Certains meubles ont été renversés, des tiroirs forcés puis entièrement vidés, et des bibelots gisent brisés au sol. Les cambrioleurs ont même été jusqu'à ouvrir les placards de la cuisine pour en répandre le contenu par terre. Après avoir brièvement parlé avec Babis, les policiers commencent à fouiller le rez-de-chaussée pièce par pièce, avant de se diriger vers l'escalier qui mène à l'étage. En montant, ils tombent sur le cadavre de Roxy, le chiot de la famille qui n'avait que 7 mois. L'animal a été suspendu à la rampe de la cage d'escalier, et son corps pend encore lamentablement. Mais c'est au premier étage
dans la chambre parentale, que les forces de l'ordre font la découverte la plus bouleversante de toutes. Caroline Crouch gît sur le lit conjugal, face contre son oreiller, visiblement décédée par strangulation. Son visage porte les traces de violence. Elle a des marques rougeâtres autour du cou et des ecchymoses sur les tempes. Ses poignets présentent des marques de ligature, ce qui indique qu'elle a été attachée avant d'être tuée. La scène est poignante, et pas seulement parce que Caroline a été victime d'un meurtre. Il se trouve que la petite Lydia, âgée de seulement 11 mois, est là, en larmes, couchée sur le dos de sa mère. Une fois détachée par les policiers, Babis monte à l'étage et s'assoit sur le lit. Puis il touche doucement le corps de Caroline en disant « Chérie, est-ce que ça va ?» Il ne semble même pas se rendre compte qu'elle n'est déjà plus là. Babis est pris en charge sur place par les services médicaux, parce que même s'il n'a que des blessures superficielles, elle nécessite des soins. Pendant ce temps, il livre aux enquêteurs les premiers éléments sur la nuit d'épouvante qu'il vient de passer. Selon le récit de la victime, il est environ 3 heures du matin quand 3 hommes, qui ne sont pas grecs, peut-être des Albanais ou des Géorgiens, font irruption dans l'appartement. Ces individus sont manifestement à la recherche d'argent liquide et d'objets de valeur. Or, il se trouve que Babis et Caroline ont récemment reçu une importante somme d'argent de la part des parents de cette dernière. 50 000 € pour être plus précis, destinés à financer en partie la construction de la maison de leurs rêves. Babis a retiré plus de 10 000 € de cette somme, des liasses de billets qu'il a cachées dans une boîte de jeux Monopoly. Depuis la grave crise économique qui a fait rage en Grèce en 2008, beaucoup de gens ont pris l'habitude de garder d'importantes quantités d'argent liquide chez eux, au cas où. Les cambrioleurs, eux, semblent bien informés, parce qu'ils sont sûrs que Babis et Caroline ont effectivement beaucoup d'argent chez eux, donc ils n'y vont pas de main morte. Ils font directement preuve d'une violence extrême, en frappant le pilote avant de l'attacher à une chaise, à l'aide des liens plastiques bien serrés. Sauf que ça suffit pas à le faire céder. Si on a planqué de l'argent liquide chez nous, c'est qu'on est prêt à défier le fisc. Alors des glands qui essayent de se faire passer pour des cambrioleurs, c'est une partie de plaisir. Et Babis refuse toujours de révéler l'emplacement de l'argent. Donc les voleurs doivent trouver un autre moyen de lui délier la langue. Les criminels changent alors de tactique et montent à l'étage où dorment sa femme et leur bébé, avec la ferme intention de les utiliser comme un moyen de pression pour le faire craquer. Ils n'hésitent pas à menacer de tuer Lydia si Babis ne leur dit pas immédiatement où se trouve l'argent. Confronté à cet odieux chantage, il cède très vite et avoue où sont cachés les billets pour protéger sa famille. Tout ce qui se passe ensuite, Babis ne fait que l'entendre, parce qu'il est toujours ligoté au rez-de-chaussée. Il raconte que Caroline crie de terreur en s'apercevant qu'il y a des intrus dans leur chambre, avant d'essayer de se défendre quand ils l'attaquent. Malheureusement, en dépit de la coopération de son époux, les cambrioleurs décident d'éliminer la jeune femme, lassés qu'elle leur rende leur coup. En plus, elle aurait été susceptible de pouvoir les identifier. Après l'avoir tuée, les criminels fouillent l'appartement dans ses moindres recoins. Ils emportent l'argent liquide qui se trouvait dans la boîte de Monopoly, mais aussi tous les bijoux de valeur de Caroline. Une fois les poches pleines, ils repartent en prenant soin de subtiliser la carte SD de la caméra extérieure de l'immeuble. Le crime est d'une sauvagerie inouïe. Alors, sans surprise, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans les médias grecs dès les premières heures de la journée du 11 mai. L'histoire de cette famille innocente, brutalisée par des étrangers, a un impact médiatique considérable. Dès le 12 mai, soit 24 heures après le crime, Babis accepte de donner sa première interview télévisée. Face aux caméras, il apparaît brisé par la douleur, mais digne dans l'épreuve. Le gouvernement grec comprend sans tarder l'enjeu politique de cette affaire. Un meurtre aussi brutal, commis dans la demeure d'une famille européenne respectée, questionne directement la capacité des autorités à assurer la sécurité des citoyens grecs. Par conséquent, une mesure spectaculaire est mise en place. L'État offrira une récompense record de 300 000 € à toute personne qui fournira des informations permettant l'arrestation des meurtriers de Caroline. Cette récompense exceptionnelle s'accompagne de la création d'une cellule d'enquête spécialisée. Un grand nombre d'enquêteurs sont affectés à temps plein sur cette affaire, avec des moyens techniques et financiers illimités. Ils se mettent alors au travail pour traquer des criminels qui ont semé l'horreur dans la tranquille banlieue de Glicanera. Et ils vont rapidement faire des découvertes auxquelles ils ne s'attendaient pas.
L'enquête sur le meurtre de Caroline mobilise des moyens considérables sous la direction d'un inspecteur expérimenté, réputé pour son efficacité dans les affaires complexes. Il y a là un enjeu médiatique et politique qui impose une approche sans faille pour que les responsables de ce crime atroce soient identifiés au plus vite. Les policiers commencent par ratisser le quartier résidentiel de Glicanera et ses environs. Cette banlieue aisée ne connaît habituellement aucune délinquance mineure. Le fait qu'un meurtre y ait eu lieu tranche radicalement avec ce qui se passe traditionnellement dans le secteur. Une constatation qui renforce l'hypothèse que le crime a été commis par des malfaiteurs extérieurs. Chaque logement du voisinage fait cependant l'objet d'une visite et tous les résidents sont interrogés. Les enquêteurs espèrent recueillir d'éventuels témoignages sur des mouvements suspects, des véhicules inconnus ou des individus louches aperçus dans les jours précédant les faits. Mais ces investigations de proximité ne permettent malheureusement la découverte d'aucun élément probant. Les voisins de la famille n'ont rien vu ni rien entendu d'anormal dans la nuit du 10 au 11 mai. Dans le même temps, les forces de l'ordre déploient des moyens considérables pour traquer les supposés criminels étrangers. Des contrôles d'identité massifs sont organisés dans tous les quartiers d'Athènes, où résident des personnes appartenant aux communautés albanaises ou géorgiennes. Ces rafles, largement médiatisées, donnent l'impression que la police est active et déterminée. Mais elles ne produisent aucun résultat concret. On dirait moi au travail un vendredi. Au cours des premiers jours de l'enquête, Giorgi Kardzeshvili, un ressortissant géorgien de 36 ans, est appréhendé par les autorités. Il tentait de franchir la frontière bulgare avec un faux passeport et a déjà été arrêté pour avoir commis des cambriolages à Athènes. Son arrestation fait naître l'espoir d'une résolution rapide. Mais il est rapidement établi qu'aucune preuve ne le relie au meurtre de Caroline. Pendant ce temps-là, la police scientifique procède à un examen minutieux de la scène de crime. Chaque centimètre carré de l'appartement de Babis et Caroline est passé au peigne fin par des techniciens qui utilisent les technologies les plus modernes. Poudre dactyloscopique pour révéler les empreintes, aspiration pour collecter fibres et cheveux, prélèvement ADN sur tous les supports susceptibles d'avoir été touchés par les agresseurs. Les résultats de ces analyses s'avèrent eux aussi décevants. Et c'est là que le bât blesse. Parce que la même constatation va être faite à plusieurs reprises. Les quelques empreintes digitales relevées appartiennent exclusivement aux membres de la famille ou à leurs visiteurs habituels. Aucune trace dactyloscopique étrangère n'est identifiée, même sur les objets que les cambrioleurs ont nécessairement manipulés. 3 cambrioleurs qui, selon Babis, ne portaient pourtant pas de gants. Les analyses ADN montrent quant à elles la même absence troublante de matériel génétique étranger, y compris sous les ongles de Caroline, qui s'est supposément défendue contre ses agresseurs. Normalement, les experts trouvent toujours de petites traces biologiques sur une scène de crime, même après un nettoyage minutieux. Et sur celle-ci, alors même que rien n'a été nettoyé, rien. Les enquêteurs ne trouvent pas non plus le moindre signe d'effraction sur place. Selon Babis, les criminels se sont introduits dans le logement par une fenêtre fermée. Or, elle n'a pas été forcée ni cassée. Une observation qui ne cadre en rien avec la version donnée par Babis. Mais s'il n'a pas dit la vérité, que cache-t-il ? Les expertises financières menées sur les comptes du couple ne montrent rien de suspect. Les finances de Caroline et Babis sont transparentes. Le pilote avait des revenus réguliers, les dépenses familiales étaient des plus classiques, et il n'y a eu aucun mouvement bancaire anormal dans les semaines précédant le crime. La famille était sans histoire, bien intégrée socialement, et même respectée. D'après les voisins, Caroline était une jeune femme charmante, discrète et dévouée à sa fille. Babis est quant à lui perçu comme un professionnel sérieux, un père attentif et un mari aimant. Oui, mais voilà. L'absence totale d'éléments pouvant corroborer sa version des faits pousse les enquêteurs à émettre des réserves sur la nature réelle de ce crime. À l'inverse, certains détails bien visibles paraissent curieux. Les liens en plastique retrouvés sur Babis lui ont laissé des marques étonnamment légères, sachant qu'il a soutenu qu'ils étaient serrés et qu'il est resté ligoté pendant plusieurs heures. Les experts remarquent également que ces liens semblent avoir été placés de manière à pouvoir être facilement retirés par la personne attachée avec. D'ailleurs, comment Babis a-t-il réussi à composer le sang, même avec son nez, s'il était dans l'incapacité totale de bouger ? De même, un cambriolage qui tourne mal génère habituellement du désordre.
Et il y en a bel et bien dans l'appartement. Le hic, c'est que la façon dont sont disposées les choses à l'intérieur est presque parfaite. Un peu trop cohérente. Comme s'il s'agissait d'une mise en scène. À y réfléchir, quel cambrioleur à la recherche d'objets de valeur irait vider les placards de la cuisine? Et si les cambrioleurs savaient de source sûre que Babis et Caroline avaient une grosse somme d'argent chez eux, une autre question se pose. En effet, ils n'avaient parlé de ça qu'à quelques proches. Les amis du couple et les membres de leurs deux familles étant au-dessus de tout soupçon, tous les regards sont à présent tournés vers le mari de la victime. C'est ainsi que les enquêteurs découvrent que le couple avait récemment consulté Eleni Milonopoulou, une conseillère conjugale réputée à Athènes. Cette information en apparence anodine prend progressivement de l'importance, parce qu'elle permet aux policiers d'en apprendre plus sur la relation de Babis et Caroline. Une relation qui n'était visiblement pas si idyllique que ça. La thérapeute indique qu'elle a effectivement suivi le couple pendant plusieurs mois, à la base pour les aider à surmonter la fausse couche de Caroline, mais aussi parce qu'ils avaient de grosses difficultés conjugales. Sauf qu'Eleni est tenue au secret professionnel. Elle ne peut donc pas révéler la nature exacte des dits problèmes, ni le contenu détaillé de ses entretiens avec Caroline et Babis. Ça commence à faire beaucoup d'éléments qui ne cadrent pas avec l'image renvoyée par le pilote ou avec ce qu'il raconte. D'autant plus qu'au bout de plusieurs semaines d'investigation intensive, menée par une équipe spécialisée et des moyens techniques considérables, c'est l'impasse totale. Malgré la forte pression médiatique, la mobilisation gouvernementale et la récompense record promise, aucun suspect crédible n'a été identifié. Pendant ce temps, Babis multiplie les appels à témoins à la télévision et relance régulièrement les enquêteurs sur l'avancement des recherches. Il entretient la pression médiatique et fait ce qu'on attend d'un mari qui a perdu sa femme dans des circonstances dramatiques. Sauf que Babis est déjà dans le collimateur des enquêteurs. Et les données numériques s'apprêtent à démontrer qu'il n'est pas du tout celui qu'il prétend être. Le 17 juin 2021, soit 37 jours exactement après le meurtre de Caroline, les enquêteurs contactent Babis avec une nouvelle qu'ils présentent comme excellente. Ils lui annoncent qu'il y a eu une percée majeure dans l'enquête et qu'il faut qu'il se rende à Athènes pour identifier un suspect potentiel. Cette information réjouit visiblement Babis, parce qu'il y voit la confirmation que ses déclarations tiennent la route. Cette convocation intervient le jour même du service commémoratif organisé en l'honneur de Caroline sur l'île d'Alonissos. Babis y participe avec leur fille, Lydia, et reçoit les condoléances de toute la communauté. Les photographes immortalisent le moment émouvant où il enlace Suzanne Crouch dans un geste de réconfort mutuel. Cette image, diffusée dans tous les médias grecs, renforce encore sa crédibilité aux yeux de l'opinion publique. À l'issue de la cérémonie, Babis demande aux policiers s'il peut d'abord se recueillir une dernière fois sur la tombe de Caroline avant de les accompagner. Cette requête touchante est acceptée, et les photos de cet époux endeuillé, priant silencieusement devant la pierre tombale de la mère de sa fille, font le tour de la Grèce. Babis est ensuite transporté d'Alonissos vers Skiathos, puis prend un avion pour Athènes. Le voyage se déroule dans une atmosphère détendue. Babis discute librement avec les enquêteurs et leur manifeste sa satisfaction de voir enfin les investigations progresser. Parce qu'arrivé au siège de la police d'Athènes, il est conduit dans une petite pièce qu'il pense être une salle d'identification. Mais en lieu et place de la parade à laquelle il était venu assister, il s'entend soudainement dire qu'il est lui-même le principal et seul suspect dans l'affaire du meurtre de Caroline. Ces paroles provoquent un choc visible chez Babis, qui perd instantanément sa contenance habituelle. Les enquêteurs lui expliquent alors qu'en plus de l'absence totale de preuves physiques corroborant sa version, l'analyse des appareils électroniques de l'appartement a parlé. Babis apprend à ce moment-là qu'il existe des preuves technologiques objectives et incontestables qui démolissent complètement son récit et montrent qu'il a menti. À commencer par la caméra extérieure de l'immeuble, dont la carte mémoire a été retirée à 1h20 du matin, soit bien avant l'heure supposée du cambriolage. Cette manipulation technique démontre une planification préalable incompatible avec une intrusion spontanée des cambrioleurs. La deuxième preuve, encore plus accablante, provient de la montre connectée de Caroline. La jeune femme la portait constamment à son poignet et elle enregistrait ses constantes vitales en permanence.
Les données biométriques extraites de l'appareil permettent de voir l'évolution de son rythme cardiaque dans les heures précédant sa mort. Selon les enregistrements de sa montre, Caroline est décédée à 4h11 exactement, et non vers 6h, comme l'a affirmé Babis dans sa déposition. Son rythme cardiaque était régulier et lent quelques minutes avant, et on peut clairement le voir accélérer jusqu'à s'arrêter complètement. La troisième preuve émane du smartphone de Babis lui-même. Une application de suivi d'activité physique y est installée. Donc son téléphone sauvegarde automatiquement tous ses déplacements grâce à ses capteurs de mouvement intégrés. Si l'on en croit ces données, Babis s'est activement déplacé dans tout l'appartement durant les heures où il était soi-disant ligoté et immobilisé au rez-de-chaussée. Quand on le confronte à tout ça, le pilote comprend que sa version initiale n'est plus crédible. L'interrogatoire se prolonge pendant 8 heures, au cours desquelles Babis essaie de reconstruire le déroulé des faits pour faire coïncider son récit avec les preuves techniques. Une bataille psychologique qui épuise progressivement ses dernières résistances. C'est vers minuit que Babis s'effondre finalement et passe aux aveux. Oui, il a tué Caroline. Selon sa dernière version, il s'est violemment disputé avec elle dans la nuit du 10 au 11 mai. Et elle a menacé de le quitter pour de bon, en emmenant leur fille. Ces paroles ont déclenché une rage meurtrière chez Babis, qui aurait volé la vie de Caroline dans un accès de colère incontrôlable. En d'autres termes, il ne voulait pas la tuer, mais la perspective d'être éventuellement privé de Lydia lui a momentanément fait perdre l'esprit. Alors il l'a tuée quand même. L'annonce de l'arrestation de Babis et de ses aveux provoque un véritable séisme en Grèce et dans toute l'Europe. Après l'avoir massivement soutenu pendant plus d'1 mois, l'opinion publique grecque découvre avec stupéfaction qu'elle s'est fait habilement manipuler par le coupable. Les médias qualifient unanimement le meurtrier d'acteur de premier plan pour sa performance de veuf éploré. Après l'effondrement du château de cartes de Babis, la véritable histoire du couple émerge progressivement. Retour à une période où, loin de l'harmonie conjugale qu'ils affichent publiquement, son mariage avec Caroline est miné par des tensions croissantes. Peu après avoir commencé ses études, la jeune femme tombe enceinte de Lydia et les abandonne. Elle se retrouve donc très isolée, et sa solitude impacte fortement son moral. Sa famille et ses amis d'Alonissos lui manquent, et Caroline peine à se faire de nouvelles connaissances dans son environnement athénien. Elle n'a que Babis, et devient entièrement dépendante de lui, même s'il est loin de la traiter correctement. Habitué à prendre des décisions rapides et à être obéi sans discussion dans son métier de pilote, ce dernier transpose naturellement cette autorité dans sa vie conjugale. Petit à petit, Babis commence à contrôler les sorties de Caroline, ses rencontres amicales et ses activités quotidiennes. Une emprise d'abord subtile, qui s'intensifie après la naissance de Lydia. Caroline devient une proie, dont les moindres mouvements sont traqués. Babis pousse le vice jusqu'à exiger que sa femme prenne un taxi conduit par l'un de ses amis quand elle sort. En bref, il l'a mise dans une cage plaquée or qui a fini par rouiller. Caroline s'en épanche d'ailleurs dans un journal intime, en utilisant des abréviations, des symboles et des mots codés pour que son mari ne puisse pas comprendre si jamais il le lit. Ces pages douloureuses documentent l'escalade des comportements abusifs de Babis et les tentatives désespérées de la jeune mère d'échapper à son emprise. Eleni Milonopoulou est la première à mesurer l'ampleur du problème. Caroline lui confie qu'elle se sent contrôlée, étouffée et piégée. Elle veut recommencer à zéro avec Lydia, mais est comme prisonnière de sa situation. Et comment aurait-elle pu s'en aller ? Elle n'a jamais un sou en poche. Sa mère lui envoie régulièrement de l'argent, mais Babis se charge de l'en dépouiller dans l'instant. On est sûr qu'il bossait pas à l'URSSAF, en fait ? Résultat. Quand Caroline veut reprendre des études et s'inscrire dans une école pour poursuivre une formation en pâtisserie, elle n'en a même pas les moyens. En décembre 2019, elle écrit « Je me suis à nouveau battue avec Babis. Cette fois, c'était sérieux. Je l'ai frappé, je l'ai insulté et il a enfoncé la porte. Tout ce que je voulais, c'était qu'il me demande comment j'allais quand je me suis réveillée. Je me suis réveillée si faible et fatiguée. Je pense partir. Je pense aller chez ma sœur, je sais pas si je peux continuer avec Babis. Je l'aime tellement que je peux pas le quitter, même si cette relation me blesse. » En réalité, Caroline pensait déjà à quitter Babis avant de tomber enceinte de Lydia. Elle est restée avec lui simplement parce qu'elle ne voulait pas que sa fille grandisse avec des parents séparés. Au printemps 2021, Caroline finit toutefois par craquer.
lassée des comportements problématiques de Babis. Elle lui annonce qu'elle souhaite divorcer et qu'elle veut qu'il quitte leur appartement. Dans la nuit du 10 au 11 mai, les tensions atteignent leur paroxysme et le couple échange des messages emplis d'animosité. Le dernier message que Caroline envoie à Babis ne contient qu'un seul mot en anglais. Stupid. Entre minuit 37 et minuit 38, elle fait 3 recherches successives sur la plateforme Booking.com pour trouver un hébergement. Faute de pouvoir mettre Babis dehors, Caroline est donc vraiment déterminée à quitter le domicile conjugal avec leur fille. Selon les aveux finaux de son époux, il retire d'abord la carte mémoire de la caméra de surveillance, puis à environ 4 heures, alors que Caroline dort depuis moins de 2 heures, il monte et plaque un oreiller sur son visage pendant 5 bonnes minutes jusqu'à 4h11, heure à laquelle son cœur s'arrête. L'excuse de Babis, il a peur d'affronter son épouse réveillée, parce qu'elle aurait peut-être le dessus sur lui grâce à sa maîtrise du kickboxing. Après ça, Babis tue leur chien pour rendre son histoire de cambriolage plus crédible, et met le bazar dans l'appartement avant de s'auto-infliger des blessures légères. Puis il passe 2 faux appels à 6h08 et à 6h10 pour s'entraîner à composer un numéro avec son nez. Ensuite, Babis pose tranquillement la petite Lydia sur le dos de sa mère pour renforcer l'aspect dramatique de la découverte. Et dès que le crime est connu de tous, il joue l'époux endeuillé pendant 37 jours. On peut dire que Babis est assez bon acteur, parce qu'il a quand même réussi à duper les enquêteurs, les médias, l'opinion publique et même sa belle famille pendant plus d'1 mois. Son procès s'ouvre le 12 avril 2022 devant la cour criminelle d'Athènes. Il fait face à 4 chefs d'inculpation: meurtre avec préméditation, maltraitance animale, entrave à la justice et faux témoignage. Un procès d'ailleurs marqué par le rassemblement d'un petit groupe de femmes d'âge moyen, visiblement atteintes d'hybristophilie. L'hybristophilie, et pas ibistrophilie comme je l'avais lu, c'est donc pas une attirance pour les bistrots, mais pour les criminels ou les personnes ayant commis des actes graves. Ces dernières se postent devant le tribunal d'Athènes pour manifester leur soutien à Babis, et déclarent aux journalistes qu'elles trouvent l'accusé beau et fringant. Elles disent être convaincues qu'il a effectivement agi dans un accès de rage plutôt que par préméditation. Pourtant, dans la salle d'audience, Babis fait tout pour prouver qu'il ne mérite pas de tels égards. Au cours de son témoignage, qui dure plus de 6 heures, il adopte une stratégie particulièrement cynique. Babis se présente comme un bon mari, puis décrit Caroline comme une femme instable, violente et même une mauvaise mère. Des choses que tout le monde sait être fausses, et lui aussi visiblement, vu qu'il se contredit allègrement derrière. Après avoir sali la mémoire de Caroline, Babis affirme que leur relation était un conte de fées idéal et qu'il vivait le grand amour. Il prétend que sa priorité absolue était le bonheur de sa femme, et que s'il devait revenir en arrière 100 fois, il la choisirait 100 fois les yeux fermés. Selon ses dires, son crime n'a été justifié que par un accès de violence de la part de Caroline, qui aurait également maltraité leur fille, auquel il n'a fait que répondre. Vous l'avez compris, il y a à boire et à manger dans toutes les déclarations de Babis, qui part dans tous les sens. La seule chose vraie dans tout ce qu'il a dit, c'est sûrement qu'il avait peur que Caroline lui botte le cul en 1 contre 1. Eleni Milonopoulou, qui a été sa thérapeute, témoigne elle aussi et dresse un portrait glaçant de Babis. Elle le qualifie de manipulateur extrêmement contrôlant et de narcissique. La défense tente bien de sauver les meubles et de présenter le meurtre comme un crime passionnel, mais elle se heurte aux preuves techniques irréfutables. Le 16 mai 2022, après une petite heure seulement de délibération, le jury rend son verdict et il est unanime. Babis est reconnu coupable sans circonstances atténuantes, puis se voit condamné à la prison à vie pour le meurtre, plus 11 ans et 6 mois pour les autres chefs d'accusation. À ça viennent s'ajouter 21 000 € d'amende. Cette sentence constitue une première historique en Grèce, dans une affaire impliquant un cas de maltraitance animale ayant conduit à sa mort. Babis purge sa peine dans la prison de haute sécurité de Korydallos, réputé pour être l'un des établissements les plus durs d'Europe. Il partage une cellule VIP avec Dimitris Liniadis, un ancien directeur de théâtre national accusé de viol sur mineur, et Petros Philippidis, un acteur grec également accusé de viol. Ah ouais, le premier qui fait tomber son savon a clairement perdu là, et Babis ça a pas l'air d'être le favori. En janvier 2022, Babis est brutalement attaqué par un détenu géorgien, qui cherchait à le tuer pour se venger de l'accusation
faussement porté contre l'un de ses concitoyens. En effet, il a été su après coup que Giorgi Kardzeshvili, l'homme arrêté puis relâché, a été torturé par la police, qui voulait à tout prix lui arracher des aveux. Le Géorgien affirme qu'il a passé 4 jours attaché à une chaise et que les enquêteurs se relayaient pour le battre régulièrement. Giorgi a été injustement présenté comme le suspect principal du meurtre de Caroline et paradé devant un tribunal d'Athènes pour les photographes de presse. 3 hauts détectives grecs ont ensuite été rétrogradés des suites de cette enquête bâclée. Le 19 janvier 2022, Babis dit que les détenus de l'aile 6 de Korydallos lui ont confié qu'un codétenu avait offert une énorme somme d'argent à des gens pour le tuer. Ayant peur pour sa vie, il demande son transfert vers la prison de Malandrinos, un établissement pénitentiaire qui abrite environ 900 criminels endurcis, dont la grande majorité sont étrangers, principalement albanais et géorgiens. Des communautés qui ne peuvent plus blairer Babis, étant donné qu'en plus d'avoir causé du tort à Giorgi, il a jeté l'opprobre sur elle en les accusant à tort dès le départ. Après ça, les médias grecs n'ont pas raté l'occasion pour cibler les immigrants albanais et géorgiens et en faire les choux gras. La fausse accusation de Babis n'a fait qu'inciter à la haine et au racisme envers 2 communautés déjà stigmatisées dans la société grecque. Forcément, le condamné n'a pas été accueilli au mieux à Malandrinos et a très vite demandé à retourner à Korydallos. En janvier 2023, David Crouch fait des révélations explosives. Il affirme avoir reçu une lettre de Babis avouant un mobile supplémentaire. Caroline avait découvert qu'il se livrait à des activités de trafic de drogue. Selon ses récits, l'un de ses amis restaurateurs cherchait un pilote pour transporter des stupéfiants. Quand Babis en a parlé à Caroline, celle-ci a menacé de partir avec Lydia. Les trafiquants auraient alors dit qu'ils devaient se débarrasser de cette épouse gênante, parce qu'elle risquait de parler après le divorce. Meurtrier et trafiquant de drogue, un vrai couteau suisse du crime, mais surtout pas malin. Pourquoi ne pas garder pour lui ce revenu complémentaire qu'il aurait pu se faire? En juin 2023, Babis renonce à tous ses recours en invoquant des raisons extrêmement graves. Il restera donc derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. Lydia vit maintenant à Manille, aux Philippines, avec la demi-sœur de Caroline, Donna, et ses 3 enfants, qu'elle considère comme ses frères et sœurs. Ses grands-parents paternels n'ont droit qu'à 1 heure de contact par semaine via Skype, après avoir perdu leur bataille juridique pour obtenir sa garde. David a annoncé son intention de faire changer légalement son nom pour effacer toute trace de son lien avec Babis. Caroline repose en paix dans le petit cimetière d'Alonissos, face à la mer Égée qu'elle aimait tant. Voici pour cette affaire criminelle grecque, c'est pas tous les jours. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Zeus, un bon cliché en commentaire. Merci d'être toujours présent sur les vidéos. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo, c'est juste là. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.